Hello and welcome. I'm Shani Pierre. I'm the director of the Columbia Maison Française, and I'm delighted to present today with the Alliance Program this conversation between Benjamin Stora and Emmanuel Carton. This discussion is going to be taking place in French, but we're providing simultaneous translation in the lovely voice of Nicolas Elliott. So if you would like to listen in English, you can click on the globe on the bottom right corner of your screen and choose English. Okay. It's also going to be recorded in both languages and will be posted on our website. En français donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette conversation avec Benjamin Stora et Emmanuel Carton autour du rapport de Benjamin Stora commissionné par Emmanuel Macron sur les questions mémoriales portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Avant de commencer, je tiens à dire que la Maison française, le département de français et le programme Alliance reconnaissent les demandes des étudiants qui sont actuellement en grève à Columbia. Il nous a semblé important en même temps de maintenir cet événement avec Benjamin Stora sur son rapport qui a suscité tellement de réactions et de débats en France, en Algérie, à l'international. Ceci étant la première fois qu'il a l'occasion d'en parler avec un public américain. Mais nous tenons quand même à marquer notre respect pour le piquet de grève et nous vous indiquons dans le chat le site web où vous pouvez vous renseigner si vous souhaitez en savoir plus. Benjamin Stora sera présenté dans un instant par son interlocuteur aujourd'hui, Emmanuel Carton, qui est mon collègue à Columbia. Il dirige le programme Alliance et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont Penser le devoir de mémoire. Je tiens à remercier vivement M. Stora de prendre le temps de nous parler aujourd'hui et à remercier Emmanuel Carton et le programme Alliance d'avoir proposé et de participer à cette rencontre. Je vous indique aussi que on va réserver environ 20 minutes pour les questions du public. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans la Q&A en français ou en anglais. Et j'espère que M. Stora aura le temps de répondre à vos questions. Merci à tous et à toutes. Et je passe la parole à Emmanuel. Merci beaucoup, Shani. Merci infiniment. Nous sommes enchantés et honorés d'accueillir aujourd'hui Benjamin Stora, l'un des grands experts mondiaux de l'histoire de l'Algérie. Né à Constantine, Benjamin Stora est professeur des universités. Il enseigne l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe à l'université Paris 13 et ainsi qu'à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Benjamin Stora a publié une quarantaine d'ouvrages, dont une biographie de Messali Hadj, La gangrène et l'oubli, un livre sur la mémoire de la guerre d'Algérie, Appelé en guerre d'Algérie, Algérie, la guerre invisible et Les trois exils juifs d'Algérie nommés pour le prix Renaudot. L'an dernier, Benjamin Stora s'est vu confier par le président de la République une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens. Benjamin Stora a remis son rapport à Emmanuel Macron le 20 janvier dernier. Depuis, le rapport, qui comprend une trentaine de recommandations, a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias, en France, en Algérie, ailleurs dans le monde, et a suscité aussi de nombreux débats. L'ouvrage sera traduit en arabe et en anglais. Nous sommes d'autant plus honorés que c'est la première fois que Benjamin Stora présente son rapport aux États-Unis. Benjamin Stora, vous avez dit au sujet des rapports entre l'Algérie et la France que les mémoires saignent encore. Pourquoi donc, après près de 60 ans, après tant d'ouvrages, de films, d'études, cette histoire, selon vous, demeure-t-elle encore problématique? Cela veut-il dire que le travail de mémoire n'a pas été effectué? Bonsoir, ici en France, il est environ 17h30 et merci à l'Université de Columbia de m'inviter
via les nouveaux moyens technologiques, puisque sans se déplacer, je peux dialoguer avec vous. Et c'est naturellement un grand intérêt pour moi que de m'adresser directement à un public universitaire, notamment américain, bien entendu. Pour répondre à votre question, je dirais effectivement que le travail des historiens a considérablement avancé sur l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'histoire coloniale. Il y a une grande tradition historiographique française qui a commencé avec Charles-André Julien, poursuivi par Charles-Robert Ageron. Il faut aussi signaler les grands travaux de Gilbert Meignet, de René Galissot, de Claude Liozu, de Jean-Charles Geoffrey. Je pourrais comme ça continuer la liste des historiens français qui ont travaillé, beaucoup, et qui ont défriché ce territoire qu'est la colonisation et la guerre d'Algérie, mais aussi du côté algérien, les choses ont considérablement avancé. Et bien sûr, il y a les grands travaux de Mohamed Harbi, qui est un grand historien algérien, qui a produit énormément d'ouvrages qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, lorsque j'ai travaillé sur l'histoire du nationalisme algérien. Mohamed Harbi qui a publié le FLN, Mirage et réalité, aux origines du FLN, les archives de la révolution algérienne, qui est un livre considérable avec beaucoup d'archives. Il faut signaler aussi naturellement le travail d'un grand historien algérien qui s'appelle Mahfoud Kaddash, qui est décédé depuis, mais qui a fait un énorme travail sur l'histoire du nationalisme algérien. Donc vous voyez que je ne peux pas ici multiplier les noms. Je dresse d'ailleurs dans mon rapport une sorte d'inventaire bibliographique sur les grands travaux d'historiens. Et puis il y a une nouvelle génération d'historiens qui est apparue récemment, depuis une vingtaine d'années, Trabor Kemeneur, Lydia Aïd Saadi, Sylvie Thénault, Raphaël Branche, qui sont et puis du côté algérien, Mohamed Amer, qui est un grand historien, Daoud Jerbel aussi. Bref, je pourrais comme ça multiplier Hassan Remaoud, qui sont des amis aussi, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années. Bref, le travail historien a considérablement bougé, il s'est développé considérablement, mais effectivement, en dépit de ce travail historien considérable, les mémoires saignent. Pourquoi ? C'est une question très importante que cette sorte de décalage entre la production d'un savoir académique, d'un savoir historien, et l'état des sociétés qui continuent de se sentir en sous-représentation, c'est-à-dire de ne pas être écoutés. Je pense que du côté français, cette question est due au fait que pendant très longtemps, la France n'a pas voulu regarder en face l'histoire de l'Algérie contemporaine après l'indépendance de 1962. Elle n'a pas voulu la regarder parce que cette perte de l'Algérie française est une crise du nationalisme français, dans la mesure où l'Algérie n'était pas une simple colonie. Ce n'était pas comme le Maroc, le Sénégal ou l'Indochine. L'Algérie, c'était des départements français intégrés à la nation française. Et lorsque un nationalisme s'est constitué de manière séparée et s'est opposé naturellement au nationalisme français, eh bien la perte de l'Algérie française a été cruellement ressentie comme une sorte, disons, d'épine plantée au cœur du nationalisme français. À partir de là, il a fallu oublier, essayer de penser à autre chose, passer à d'autres histoires, construire l'Europe, etc. Et donc pendant environ une trentaine d'années, jusqu'aux années 90, eh bien, il semblait que l'Algérie, dans la conscience française, était devenue une sorte d'oubli, de territoire oublié. Et puis, cette histoire ne pouvait pas être oubliée. Elle ne pouvait pas être oubliée malgré le fait que l'État français avait organisé aussi cet oubli par ce qu'on appelle des lois d'amnistie. Il y a eu 4 lois d'amnistie en France qui ont été votées dans cette période, des années 60 aux années 80, qui interdisaient tout procès, tout jugement sur ceux qui avaient pu commettre des exactions, notamment pendant la guerre d'Algérie. De sorte que ces amnisties successives ont construit une amnésie collective. Et d'autre part, cette histoire de la colonisation n'était pas enseignée dans les lycées, n'était pas enseignée dans les universités. Je me souviens, dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler avec Charles-Robert Ageron, qui était mon maître,
j'étais pratiquement un des rares étudiants français à soutenir une thèse sur l'Algérie dans les années 70. Il n'y avait pratiquement pas de soutenance de thèse à cette époque-là. C'est vous dire le désert, disons, culturel autour de cette question-là. Par parenthèse, c'est ce qui renforçait mon excitation de chercheur, d'être dans cette solitude, le fait de se trouver comme une sorte de défricheur de ce territoire. Mais cette solitude pèse quand même, hein. Et ce qui fait que, par conséquent, lorsque cette mémoire est revenue, elle est revenue essentiellement parce qu'il y a eu des mobilisations citoyennes, et pas simplement parce qu'il y a eu des travaux d'historiens. Ce sont les mobilisations à caractère politique et citoyen des enfants, les enfants d'immigrés qui ont voulu savoir pourquoi, dans la société française, se perpétuait un racisme à leur égard, et qui ont fait un lien, bien sûr, entre la question coloniale vécue par leurs parents, je parle des années 80-90, donc ce racisme colonial et naturellement l'histoire qui était la leur, et ils ont forcé ce blocus mémoriel à travers des dates de commémoration comme le 17 octobre 1961, qui est une date importante parce que c'est ce soir-là qu'il y a une tragédie en plein Paris de massacre d'ouvriers algériens. Mais il y avait aussi les enfants de Harki qui ont manifesté parce que leurs parents avaient été parqués dans des camps pendant de très nombreuses années, donc ils voulaient savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire. Mais il faut ajouter aussi, bien sûr, les enfants de soldats, les enfants d'appelés, enfin les grands groupes porteurs de cette mémoire. Et on peut dire que cette mobilisation politique, citoyenne, démocratique, de désir d'histoire, c'est cette sorte de désir d'histoire qui a progressivement touché le champ institutionnel et le champ politique. Et c'est à ce moment-là que, précisément à la suite de ces mobilisations, eh bien, que les autorités politiques ont commencé à bouger. Et en 1999, pour la première fois en France, l'Assemblée nationale vote le principe de la guerre en Algérie. C'était absolument incroyable, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, la guerre d'Algérie n'existait pas sur le plan juridique. De sorte que, par exemple, les appelés, les anciens combattants, ne pouvaient pas avoir la carte d'anciens combattants, ils ne pouvaient pas toucher de pension parce que ça n'existait pas. C'était une non-guerre, une guerre sans nom. Comme disait le cinéaste qui vient de disparaître, Bertrand Tavernier, qui avait sorti un film, d'ailleurs, en 1992, qui s'appelait La guerre sans nom, à propos précisément de la guerre d'Algérie. Et donc, il y a eu ce vote en 1999, il y a eu aussi la mémoire qui est revenue à la suite de ces mobilisations, la mémoire de l'esclavage, à travers des mobilisations et la loi Taubira de 2001 qui a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et à partir de là, il y a eu toute une série de prises de position, disons, de responsables politiques. Le discours de Jacques Chirac à Madagascar, il y a eu des grands massacres à Madagascar en 1947, 1948, donc un discours de Jacques Chirac de reconnaissance. Il y a eu aussi des discours de chefs d'État, de Nicolas Sarkozy à Constantine en 2008, de François Hollande à Alger en 2012. Donc cette mémoire, elle est revenue à la fois par en bas, c'est-à-dire par la mobilisation citoyenne et bien sûr la mobilisation intellectuelle et aussi la mobilisation journalistique, parce que c'est par des enquêtes de journalistes, par exemple, dans le journal Le Monde, que Florence Baugé, qui est une journaliste, a révélé, disons, les crimes commis par Paul Ossarès à l'égard de Ali Boumengel ou Larbi Ben Midi, qui sont des grands leaders du nationalisme algérien. Donc il y a eu aussi des enquêtes, des investigations. Il n'y a pas que le travail historien, c'est aussi les enquêtes journalistiques qu'il faut saluer, qui ont forcé ce blocus mémoriel. Bref, on est arrivé à une situation où on est sorti de l'oubli. La sortie d'oubli était très forte, mais le retard qui a été pris, c'est-à-dire un retard de près d'un demi-siècle d'histoire, fait que dans ce retard, les mémoires se sont dispersées. C'est-à-dire que les récits de cette guerre et de la colonisation ne se sont pas transmis de manière officielle par l'école, par les commémorations, par les prises de position politiques, mais c'est une mémoire transmise par l'intimité familiale. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui va, et qui vont, disons, des mémoires qui vont se séparer, parce que chaque groupe va vouloir construire sa propre mémoire.
hein, et il n'y a pas eu de rapprochement mémoriel à l'intérieur de la société française. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement chaque groupe qui voulait avoir raison dans le passé. C'était ça le grand truc, c'est-à-dire que tout le monde disait dans le fond qu'ils avaient eu raison et personne ne voulait reconnaître la moindre part de critique par rapport à ce passé colonial, la moindre responsabilité. Chaque groupe était enfermé dans un récit qui était le sien et qui était transmis par les familles. Et donc une dispersion des mémoires et un retour qui s'est effectué de manière dispersée, de manière désordonnée, qui a abouti effectivement à cette sorte de compétition, de guerre, disons, de mémoire qu'on a assisté dans la société française dans les années 90. Donc, lorsque le président de la République m'a demandé ce rapport, sachant, disons que j'avais quand même beaucoup travaillé sur cet aspect depuis 45 ans, parce que ça fait 45 ans que je travaille sur cette histoire, puisque j'ai commencé à travailler en 1974 avec René Raymond et Jean-Pierre Rioux, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, vous voyez, avec une quarantaine d'ouvrages, plus des ouvrages collectifs, plus des films, etc. Donc il m'a demandé de travailler rapidement pour faire ce rapport qui n'était pas, disons, comment dire, qui n'était pas un rapport avec une commission d'historiens, mais un rapport personnel, subjectif, ce que je pensais, moi, de cette situation. Parce qu'il m'avait lu dans La gangrène et l'oubli, il avait regardé mes travaux, etc. Et donc, il m'a demandé de faire un rapport très personnel, très rapide, hein, une sorte de synthèse, un document de synthèse. Et moi, j'avais, pour dire la vérité, je n'avais pas mesuré l'impact. Hein. Vous avez signalé tout à l'heure l'impact de ce rapport. Pour moi, c'était simplement un document, une mise au point de synthèse sur ce qui avait été fait et ce qui pouvait être fait. Voilà, c'était non pas un travail classique d'écriture de l'histoire, ça j'en ai déjà fait beaucoup, hein, histoire de l'Algérie contemporaine, histoire de l'Algérie coloniale, histoire, etc. J'avais déjà rédigé tous ces récits, etc. Non, le défi pour moi, c'était plutôt non pas simplement de continuer à écrire l'histoire, mais à faire l'histoire, c'est-à-dire à avancer dans l'histoire. À l'âge qui est le mien, à 70 ans, je me suis dit, dans le fond, pourquoi ne pas relever ce défi? C'est-à-dire, non pas se contenter d'être quelqu'un qui observe l'histoire en l'écrivant, mais qui essaye, à partir d'une expérience personnelle, de faire avancer, de faire progresser cette histoire, sans mesurer l'impact, le retentissement qu'a pu avoir ce travail, parce qu'il m'apparaissait comme étant un travail tout simplement de mise au point et de synthèse, mais on discutera peut-être si on a le temps de la réception, c'est-à-dire que j'ai été effectivement surpris par l'énorme réception médiatique, politique, intellectuelle autour de ce travail, qui somme toute est un travail modeste. Hein. C'est pas le plus grand livre, disons, que j'ai écrit dans ma vie, j'en ai écrit d'autres, hein, mais c'était un rapport de mise au point sur les dispersions de mémoire, les guerres, les refoulements pouvant exister, et donc d'essayer de trouver des passerelles sans illusion. Parce que je sais qu'il y a des histoires séparées, qu'il y a des mémoires séparées, mais essayer quand même eh bien, de proposer des choses qui permettent d'avancer dans l'histoire. Voilà. Et merci beaucoup de cette présentation. C'est un aperçu de la mémoire de la guerre d'Algérie et des rapports entre la France et l'Algérie que vous nous avez donné, qui est absolument fascinant. Je me demande justement si, en fait, la réception extraordinaire de ce rapport n'est pas aussi à la mesure des attentes qui ont été créées par ces années de silence et de divergence entre les mémoires françaises et les mémoires algériennes. Et je voulais peut-être justement entrer dans le vif du sujet et peut-être aborder certains des grands aspects du rapport, parce que en fait, le grand intérêt aussi de ce rapport, c'est de proposer et de préconiser des actions concrètes. Peut-être pourrions-nous commencer par ce que vous proposez dans le domaine des archives. Alors, il y a une proposition qui me paraît aussi très intéressante dans ce domaine-là. Vous préconisez en fait d'encourager l'accès aux archives détenues par la France à des chercheurs algériens en facilitant
entre autres la délivrance de visas. Je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce que justement, elle est très concrète et elle vise à justement créer ces passerelles dont vous parliez entre chercheurs. Mais je voulais vous interroger sur peut-être le statut des archives pour commencer. Où en sommes-nous? Il y a un certain nombre d'archives de type administratif qui ont déjà été ouvertes, mais que préconise votre rapport en matière d'archives qui sont classées secrets de défense nationale et qui datent de plus de 50 ans et qui donc normalement devraient être ouvertes aux chercheurs? Et puis, peut-être si vous pouviez nous parler de votre propre approche vis-à-vis des archives. Est-ce que vous les avez consultées? J'imagine que vous en avez consulté beaucoup, mais en reste-t-il que vous n'avez pas encore consulté? Et est-ce que vous vous attendez à ce que ces archives révèlent des aspects de cette histoire que vous ne connaissez pas? Alors, tout d'abord, vous avez raison de parler de manière concrète, parce que malheureusement, dans les rapports entre la France et l'Algérie, c'est toujours des questions de disputes mémorielles idéologiques, mais on n'aborde jamais les points concrets, l'écriture d'histoire, et on en parlera tout à l'heure, les cimetières, les disparus, les essais nucléaires. Ça, ce sont des choses, il y en a d'autres, ce sont des choses qui nous mènent sur des chemins qui sont non pas idéologiques, de disputes idéologiques anciennes, où on répéterait les disputes idéologiques de l'ancien temps, mais disons d'avancer réellement. Hein, c'est mon objectif, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne pas poursuivre le travail classique hein, de documentation, d'histoire, d'écriture de l'histoire. Mais moi, mon objectif n'était pas celui-là. Mon objectif, c'était effectivement de trouver des chemins. Et là, vous avez mentionné effectivement le chemin des archives. Les archives, bien évidemment, j'en ai beaucoup regardé pour faire tous ces livres. D'abord, j'ai beaucoup regardé les archives qui sont déposées à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a des kilomètres d'archives. Vous savez, quand la France est partie d'Algérie, elle a emporté, l'Algérie c'était la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous imaginez, disons, ce que signifie cette conception juridique, c'est-à-dire que la France a emporté des tonnes d'archives. Hein, ça a pris d'ailleurs plusieurs années parce que le rapatriement des archives a commencé avant l'indépendance, c'est-à-dire dès 1961. Hein, il y a eu des départs d'archives en direction de la France et ça s'est poursuivi pratiquement encore jusqu'en 1963, 64 et énormément d'archives. Alors à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses déjà qui sont consultables. Moi, personnellement, j'ai pu consulter les archives de surveillance réservées aux indigènes, entre guillemets, donc les archives concernant les massacres du 8 mai 45 en Algérie, énormément de choses là-dessus. J'ai pu regarder, bien sûr, les archives de surveillance sur la Fédération de France du FLN pendant la guerre d'Algérie, etc. Parce qu'il y a les archives d'Aix-en-Provence, il y a les archives de la préfecture de police de Paris et des régions, il y a les archives de régions, il y a les archives militaires, ce qu'on appelle le CHAT, service historique de l'armée de terre, qui sont déposés à Vincennes. Il y a les archives audiovisuelles qui sont déposées au fort d'Ivry. Là, j'ai beaucoup travaillé récemment sur ces archives audiovisuelles parce qu'il y a près de 500 000 photographies prises pendant la guerre d'Algérie par les services de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est colossal. Il y a eu une thèse d'ailleurs qui a été soutenue sous ma direction par Marie Chaumineau, j'espère qu'elle sera publiée, sur les archives photographiques énormes hein, de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc vous voyez, c'est un océan. Je veux dire, c'est un océan, de sorte que quand on parle des archives de manière abstraite, il faut savoir qu'est-ce qu'on va chercher dans les archives, et non pas simplement abstraitement, voilà, il y a les archives, on va trouver des secrets, etc. Non, il faut définir d'abord, bien entendu, ce qu'on entend par dévoiler, écrire et révéler. Donc, des sujets d'études, c'est fondamental. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les archives d'État, parce qu'on parle toujours des archives d'État, en fait, fondamentalement, ne sont pas porteuses de toutes les histoires, heureusement. Je veux dire que si les historiens devaient écrire les histoires uniquement à partir des archives d'État, ils n'écriraient pas beaucoup. Vous savez, dans mon livre, j'ai cité une grande historienne française qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Arlette Farge, qui a écrit de très beaux livres, dont l'un s'appelle d'ailleurs Le goût de l'archive. C'est un grand classique de l'historiographie française en matière d'archives. Et ce que dit Arlette Farge, c'est qu'on ne peut pas tout attendre des archives d'État. Il faut faire parler les silences des archives. Et cela,
eh ben, il faut les faire parler par l'intermédiaire des témoins, des acteurs, de la presse, des témoignages, des paysages, etc., etc. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai fait mon dictionnaire biographique de 600 militants du nationalisme algérien, 600 biographies que j'ai fait tout seul entre 1980 et 1985, eh bien, une grande partie de ces archives, ce sont des archives orales, c'est-à-dire des gens, des acteurs que j'ai rencontrés, bien sûr Mohamed Arbi, mais aussi Naït Ahmed, mais aussi Ali Haroud, mais aussi Omar Boudaoud, enfin tous les grands dirigeants que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé d'ailleurs à faire ce dictionnaire, Boudiaf bien sûr, etc. C'est-à-dire que les témoignages d'acteurs vivants dans des périodes de cataclysmes, de guerres, de catastrophes, de révolutions, c'est quelque chose de fondamental. Or, on n'en parle pas. Il faut aussi, quand on parle d'archives sur des événements historiques très graves, construire des banques d'archives, des archives orales. C'est-à-dire ce que je propose dans une commission, la commission que je propose, c'est aussi de fabriquer des archives orales, parce que sinon les acteurs vont disparaître. Et c'est fondamental. Voilà, ça, c'est un deuxième point que je voudrais souligner sur la question des archives. Le troisième point sur les archives, c'est le problème de l'accès aux archives. C'est-à-dire que ce que veulent les historiens, français notamment, mais on verra que c'est aussi le cas des historiens algériens récemment, c'est d'avoir la possibilité d'accéder aux archives, y compris les archives classées secret défense. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ces archives étaient fermées jusqu'à l'année 1954. Alors moi, par dérogation, ou d'autres historiens français ont pu regarder les archives après. Mais c'était très compliqué parce que c'était des archives qui sortaient au compte-gouttes, c'est-à-dire feuille par feuille et non pas carton par carton avec un tamponnage. Enfin, je passe les détails techniques, ça prenait un temps fou. Donc, ce que réclament les historiens, tout simplement, c'est une plus grande fluidité et surtout que le secret, entre guillemets, se lève pour aller jusqu'après la guerre d'Algérie, que ça ne s'arrête pas avant. C'est ce qui a été décidé par le président de la République comme une de mes préconisations, d'ailleurs. C'est-à-dire que si la date ne soit plus 54, mais 1970. Donc, c'est déjà un pas en avant considérable. Mais il reste des inquiétudes sur le fait qu'effectivement, ces archives soient expurgées, qu'on ne puisse pas regarder tout, etc. Mais il faut avancer, il faut voir déjà les possibilités d'accéder à des archives de l'après-54, de l'après-1954. Et on verra bien ce qu'il y a dedans. Mais je vous dirais une chose, c'est que les archives d'État ne livrent pas tous les secrets des exécutions sommaires, des déplacements de population, des bombardements au napalm, etc. Ce n'est pas vrai. Je veux dire que si on attend, disons, des archives d'État, des révélations spectaculaires, on risque d'attendre très longtemps. Moi, sur la question du napalm, j'ai découvert cette question lorsque j'ai réalisé un documentaire qui s'appelait Les années algériennes, où j'ai interviewé pour ça 2 aviateurs français qui m'ont raconté qu'ils avaient effectivement, c'est dans mon documentaire, consultable sur mon site, et où ils expliquent comment ils ont utilisé le napalm en Algérie en 1959 pendant le plan Chal. Ce n'est pas dans les archives, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre écrit. Je veux dire que les liquidations extrajudiciaires, ce n'est pas dans les archives. Donc, vous voyez, c'est, comment dirais-je, il faut aussi mêler les sources d'informations dans l'écriture de l'histoire, parce que sinon on reste prisonnier, etc. Mais l'accès aux archives est fondamental. C'est ce que réclament aussi naturellement les historiens algériens récemment, qui réclament un accès, disons, plus grand aux archives, un déverrouillage, etc. Et c'est très difficile, disons, comment dirais-je, d'accéder aux archives lorsqu'on est en Algérie, parce qu'il y a le problème des visas, et c'est pour ça, vous avez raison de le souligner, c'est pour ça que j'ai proposé des visas à entrée multiples, c'est-à-dire des va-et-vient possibles pour les chercheurs algériens. Mais reste une dernière question, le problème de la restitution des archives, que j'aborde aussi dans mon rapport. Ce que réclame l'Algérie, disons, bon. Alors, il y a beaucoup d'archives qui sont restées en Algérie, que la France a laissées en Algérie, en particulier des archives administratives, cadastres, enfin, il y a pas mal, que j'ai vu d'ailleurs à Constantine et à Alger. J'ai été les voir directement là-bas. Donc, il y a des archives, mais il n'y a pas toutes les archives. Alors moi, ce que j'ai proposé dans mon rapport, c'est une sorte de réactivation d'une commission de négociation pour les restitutions. Ça se discute, pourquoi pas? Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est comprendre que ces archives, maintenant, depuis 60 ans, ça fait plus d'un demi-siècle, eh bien peut-être qu'il faut essayer de voir, de réfléchir. C'est une proposition aussi d'un historien algérien qui s'appelle Fouad Soufi, et qui disait, dans le fond, on a un patrimoine commun. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès à ces archives, qu'on construise des archives communes. Bon, c'est aussi la possibilité que je donne
dans ce rapport, c'est-à-dire qu'on fasse un inventaire et la possibilité d'avoir et de construire des archives communes où tout le monde puisse accéder. Donc, vous voyez, quand on parle de la question des archives, il y a différents registres. Il y a le problème de l'accès, le problème du secret, le problème de la fluidité, le problème de la restitution, etc. etc. Mais c'est un énorme problème et c'est, dans le fond, il faut s'atteler à ça. Il faut prendre à bras-le-corps cette question. Excellent. Et un autre aspect, vous parliez du napalm. J'ai l'impression qu'un autre aspect de l'histoire de la guerre d'Algérie et des rapports entre la France et l'Algérie, qui est peu connu, qui commence à l'être un peu plus, mais qui demeure peu connu du public, c'est le sujet des tests nucléaires. Et votre rapport s'y attache. La France a mené plusieurs tests nucléaires dans le sud-ouest du Sahara algérien. Et ceux-ci se sont prolongés même après l'indépendance jusqu'en 1966. Qu'est-ce que votre rapport préconise en ce qui concerne l'héritage de ces tests nucléaires et en particulier l'enjeu de la décontamination des sites ainsi que l'indemnisation des victimes, puisque beaucoup d'Algériens ont souffert de cancer et que c'est un problème aussi, c'est un enjeu qui se perpétue de génération en génération, puisque certains de leurs enfants aussi souffrent de cancer et d'autres maladies. D'abord, il faut révéler la question nucléaire au public français, parce que les gens sont persuadés que les essais nucléaires ont lieu en grande partie en Polynésie. Je veux dire, bon, dans le fond, dans la société française, on ne savait pas qu'il y avait eu 17 tirs d'essais nucléaires en Algérie. Il faut déjà révéler ça. Ça a été une demande d'association, depuis longtemps d'ailleurs, que cette question soit posée et soit livrée publiquement. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai fait dans le rapport, parce que j'avais reçu les représentants des associations qui travaillent sur cette question-là et qui m'ont communiqué un certain nombre d'informations. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que naturellement, accéder aux archives, par exemple, sur les essais nucléaires, ce n'est pas révéler les secrets de fabrication de la bombe atomique. Parce que c'est un peu l'argument qu'on oppose en disant attention, secret défense, etc. Bien sûr que non. La question n'est pas celle-là. Mais la question, c'est de savoir où exactement ont été tirés pour pouvoir délimiter le périmètre des populations concernées. C'est ça la vraie question. Donc le problème des cartes des essais de tir, un peu ce qu'avait fait la France lorsqu'elle avait restitué les cartes de pose des mines aux frontières, notamment tunisiennes, ce qu'on appelait la ligne Maurice, qui ont fait beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de personnes touchées par… C'était redoutable, la ligne Maurice à franchir, très très dur. Et des milliers de mines antipersonnelles ont été déposées sur ces frontières. Et donc, il y a eu le fait de donner la carte des emplacements. C'est fondamental pour qu'on puisse faire le déminage, etc. 60 ans après, eh bien, je pense qu'il faudrait qu'on sache exactement où ont été faits, de manière très précise, ces essais nucléaires pour délimiter exactement quelles sont les populations concernées et les descendants de ces populations, et pourquoi pas envisager aussi des réparations par rapport aux populations touchées. C'est dans mon rapport, c'est mentionné dans le rapport. Là, voilà, ça c'est un deuxième aspect qui est un aspect très important. Maintenant, il y a un troisième aspect qui est très délicat, c'est qu'effectivement, vous l'avez souligné, ces essais nucléaires se sont déroulés, continués plutôt après l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire entre 1962 et 1966, c'est-à-dire pendant pratiquement plus de 4 ans. Les essais ont continué. Là, ça pose aussi le problème des clauses secrètes, ce sont des clauses secrètes des accords d'Évian, donc qui ont été révélées par un travail journalistique d'ailleurs du Nouvel Observateur dans les années 80. Donc ça, on a découvert qu'il y avait des clauses secrètes des accords d'Évian, mais ça voudrait dire aussi avoir accès aux deux archives, c'est-à-dire les archives françaises sur le nucléaire, mais aussi les archives algériennes sur le nucléaire. C'est un problème de la réciprocité dans l'accès aux archives pour qu'on puisse effectivement travailler sur la délimitation des périmètres et le nombre de personnes touchées à des fins d'indemnisation. Et effectivement, votre rapport est assez clair sur cette question. Je pense qu'il a le mérite d'attirer l'attention sur un sujet qui effectivement est peu connu du grand public. Un autre enjeu qui est mieux connu, celui-là,
nous avons reçu déjà un certain nombre de questions et je dois dire, continuez de nous les envoyer, nous allons y venir. J'aimerais vous poser peut-être une dernière question avant de nous tourner ensemble vers les questions du public. Elle concerne le sort des harkis dont on a parlé de plus en plus depuis les 20 dernières années, mais qui demeure un enjeu assez problématique dans les rapports entre la France et l'Algérie. Votre rapport se penche sur la question des harkis, donc ces troupes auxiliaires mobilisées par la France pendant la guerre d'Algérie. Les chiffres, vous me corrigerez parce que je pense qu'il y a une certaine incertitude quant aux chiffres de manière générale, mais il semblerait qu'entre 15 et 20 000 harkis aient été relocalisés en France après l'indépendance en 1962. Plus de 60 000 auraient été massacrés en Algérie. Quelles sont les revendications de la communauté harki aujourd'hui et que croyez-vous que les harkis puissent attendre à la fois de la France d'un côté, mais aussi que peuvent-ils attendre du gouvernement algérien? Alors, sur la question des harkis, il faut d'abord dire d'emblée que c'est une question franco-française. C'est-à-dire que les harkis appartenaient à l'univers militaire français. Alors, il y a différents types de harkis. Je ne vais pas rentrer dans les détails entre ceux qui portaient simplement un fusil dans un village, ceux au contraire à l'autre extrémité qui étaient engagés dans les commandos de chasse, qui ont fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Donc il y a, vous voyez, c'est une palette, un spectre assez large de troupes supplétives, aussi parce qu'il y avait une tradition d'enrôlement dans l'armée française qui était très ancienne dans l'histoire coloniale. Je veux dire, ça a commencé très tôt. Dès la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de militaires qui n'étaient pas des harkis d'ailleurs, des militaires de carrière, et puis il y avait des gens qui se sont engagés volontairement dans l'armée française et qui ont été combattre en Indochine, par exemple, la guerre d'Indochine. Donc vous voyez, c'est une tradition coloniale française ancienne d'enrôlement des forces supplétives, pas simplement en Algérie d'ailleurs, mais aussi au Maroc, les tirailleurs sénégalais, en Indochine, au Vietnam, avec une série de populations ethniques, etc. C'est-à-dire qu'il y a une tradition coloniale d'enrôlement et dans le fond, ça c'est aussi un aspect très français de l'histoire coloniale, en fait, fondamentalement. Et donc, dans cette question-là, il y a le problème qui est posé depuis très longtemps, bien sûr, de la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis. C'est-à-dire le fait que, disons, il y avait cette crainte, cette peur, je ne sais pas, ça c'est des choses qu'il faut analyser, que ces troupes supplétives puissent se retourner contre la France un jour. Enfin, il y avait cette espèce de fantasme qui existait et qui s'est dénoué dans une tragédie. Et sur les chiffres, en fait, il y a plus de harkis que ce que vous indiquez. Il y en a 30 000 harkis avec leur famille, c'est-à-dire 80 000 personnes au total, qui ont pu aller d'une rive à l'autre de la Méditerranée, grâce d'ailleurs au fait qu'un certain nombre d'officiers français ont désobéi aux ordres, ils ont désobéi, et par conséquent, ils ont emmené avec eux des familles entières de harkis qui ensuite, en arrivant en France, ont été parqués dans des camps de forestage, enfin bon, dans des hameaux de forestage, pardon, et dans des camps aussi, avec l'impossibilité de se socialiser réellement dans la société française, de sorte, c'est un paradoxe absolument extraordinaire, de sorte que, par exemple, les immigrés algériens en France, dont la plupart étaient d'ailleurs des partisans de l'indépendance de l'Algérie, ont été beaucoup mieux socialisés dans la société française des années 50 aux années 80, c'est-à-dire que leurs enfants étaient scolarisés dans les banlieues, dans les villes, partout, etc., ce qui n'était pas le cas des enfants de harkis. C'est-à-dire que c'est un incroyable paradoxe. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette sorte de ghettoisation spatiale très forte de cette communauté qui s'est retrouvée enfermée pendant 20 ou 30 ans et qui ensuite s'est libérée, comme on le sait, dans les années 80, 90, avec une exigence qui était la reconnaissance, disons, c'est un problème de reconnaissance. Vous savez, le rapport à cette histoire, c'est toujours des problèmes de reconnaissance et de connaissance. C'est-à-dire que les choses soient dites, que les choses soient nommées. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à leur égard. Donc voilà, du côté, disons, de la responsabilité française et la question de la revendication harkie, il faut qu'effectivement, la France reconnaisse, disons, cet abandon, et j'allais presque dire, entre guillemets, cette trahison, parce qu'ils s'y sont engagés du côté de l'armée française, évidemment. Et ça, c'est une demande très forte, notamment venant des enfants et petits-enfants
disons, des communautés harkis. Alors évidemment, il y a aussi cette revendication de libre circulation, disons, entre l'Algérie et la France. Mais pour être très, très honnête et très objectif, parce que connaissant un peu cette question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens harkis et leurs enfants qui sont revenus en Algérie. Ils sont revenus, qu'on fait des va-et-vient, des retours, etc. Il y a très peu de gens qui sont, entre guillemets, interdits de séjour. Mais enfin, là aussi, c'est une question de principe. Question de principe demandée par les communautés harkis, c'est-à-dire le principe de la libre circulation, d'une rive à l'autre, sans qu'il y ait de menaces, de soupçons, etc. etc. Et voilà, il y a une double revendication, en fait, de reconnaissance et, disons, de libre circulation. C'est effectivement cette demande qui structure, disons, cette communauté, qui doit, à mon sens, davantage, c'est un point de vue tout à fait personnel, qui doit davantage se structurer sur le plan idéologique, culturel, politique, et parce qu'il y a énormément d'associations d'enfants et de petits-enfants de harkis, parce que quand on parle de la guerre d'Algérie, vous savez, très souvent, on dit les enfants. En fait, les enfants, ils ont 60 ans aujourd'hui. Les enfants d'appelés, les enfants d'immigrés, les enfants de harkis, ils ont 60 ans. En fait, et ceux-là, ils sont déjà très aguerris sur les questions mémorielles, les questions revendicatives ou autres. Et par contre, là où est le vrai problème, pour tous ces groupes, si on profite, pour tous ces groupes, le problème, c'est les petits-enfants. Parce qu'on est déjà maintenant arrivé sur cette histoire de la guerre d'Algérie, la 3e génération. Je ne parle pas des immigrés algériens en France qui sont là depuis 4 ou 5 générations, mais du point de vue de la guerre, la séquence guerre, on a la 3e génération. Une génération de pieds noirs, génération de harkis, de petits-enfants, et qui, eux, partent à la recherche de leur origine. Parce qu'il y a eu ce retard, dont je ne reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ils partent à la découverte. Et il est évident, par exemple, lorsque le président de la République reconnaît, là je change un peu de registre, j'élargis un peu le point de vue, mais lorsqu'il, disons, a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de Ali Boumendjel, qui est un dirigeant algérien, il a reçu les petits-enfants de Ali Boumendjel dans une entrevue qui a duré 1h30, qui était très importante, des gens qui ont aujourd'hui entre 32 et 39 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la société française et qui ont grandi, disons, dans la société française en sachant plus ou moins confusément toute cette histoire. Et donc la question, disons, du rétablissement de la vérité sur cette histoire, c'est une revendication centrale. C'est une revendication extrêmement importante, venant des petits. Encore une fois, j'insiste sur le problème générationnel parce que comme il n'y a pas eu de transmission régulière par le biais des actes politiques ou par le biais des manuels scolaires, etc., précisément, il y a cette précarisation identitaire qui est très forte. Et donc, il y a un rétablissement des récits historiques et des actes politiques qu'il faut absolument mener pour éviter précisément ces séparations mémorielles qui sont dangereuses. J'ai fait un livre là-dessus, d'ailleurs, qui est sorti, je ne sais plus, il y a 3-4 ans, qui s'appelle « Les mémoires dangereuses ». C'est une sorte de dialogue que j'ai eu avec un écrivain français qui s'appelle Alexis Génie, qui avait fait un livre qui s'appelle « L'art français de la guerre », qui avait eu le prix Goncourt, et on a discuté ensemble du problème des retours de mémoire, mais pas sous l'angle, disons, positif, pas sous l'angle positif, mais des retours de mémoire qui créent des dangers. En fait, vous voyez, c'est ce paradoxe sur la mémoire, je pense que vous connaissez, vous avez travaillé beaucoup sur cette question, vous avez vous-même rédigé un ouvrage très important sur cette question, et donc c'est le paradoxe du devoir de mémoire, où il faut à la fois de la mémoire et à la fois ne pas être prisonnier d'une mémoire qui enferme et qui peut devenir dangereuse. Donc on a absolument ce type de contradiction qui peut effectivement se voir aussi pour la mémoire des enfants, de petits-enfants de harkis. Merci beaucoup. Et on vient de voir d'ailleurs quelques photos de cette rencontre qui devait être très émouvante entre les petits-enfants d'Ali Boumendjel et le président Macron. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Nous en avons reçu une de Hamid Kheriev, qui vous demande qui vous pose la question suivante. Donc, presque 2 siècles après la colonisation et 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, pourquoi ce divorce continue?
à être très mal acceptée et à quand peut-on espérer un retour à des relations plus sereines entre les deux pays tout en acceptant cette histoire commune. Et ce que dit M. Kherief ici me rappelle l'expression de Paul Ricoeur, l'idée qu'il défendait d'une mémoire apaisée, justement pour rebondir sur ce que vous disiez de ces mémoires dangereuses. Est-ce que vous voyez, suite à ce rapport que vous avez déposé aux relations et aux réactions face à ce rapport, est-ce que vous voyez en perspective une mémoire apaisée et quelles seraient les conditions de cette mémoire apaisée entre l'Algérie et la France? Je ne sais pas si je verrai les mémoires apaisées, hein. On peut tous l'espérer, mais le problème, c'est d'essayer d'y travailler. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas du tout à ça en France, hein, qui sont pour la guerre des mémoires. Ils entretiennent cette guerre de mémoire comme une sorte de fonds de commerce. Hein. C'est ce que j'ai appelé une rente politique, hein, une rente mémorielle. Donc pour eux, il ne faut surtout pas aborder le problème de la réconciliation. Vous le savez, dans les réactions diverses et variées, j'ai aussi eu des réactions très violentes en France venant de l'extrême droite française, qui est très, très puissante. Hein. Dans le champ politique français d'aujourd'hui, bon, l'extrême droite française, n'oublions pas, il y a eu 10 millions de voix au second tour de la présidentielle de 2017 en France. C'est considérable, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Avec des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des journaux, des polémistes, des pamphlétaires qui interviennent à longueur d'antenne, de journée, etc., et qui ne veulent absolument pas, disons, reconnaître cette réalité historique en face. Donc c'est un travail qui est très délicat et c'est un travail très difficile. Donc, pour répondre à votre question, quels peuvent être les chemins, les voies, les moyens, en fait, hein, pour essayer d'apaiser. On a parlé tout à l'heure des archives, dont je n'y reviens pas, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il faut essayer de trouver des passerelles. J'avais proposé dans mon rapport, par exemple, la construction ou disons, d'un musée de l'histoire de la France et de l'Algérie. C'est-à-dire que cette présence, effectivement, comme l'a souligné votre internaute, cette présence a duré 1 siècle et demi. C'est colossal. Et dans 1 siècle et demi, il y a eu à la fois, bien sûr, des massacres, des crimes, voire même des crimes contre l'humanité, notamment pendant la conquête coloniale. Mais il n'y a pas eu que ça. C'est ça la difficulté. Parce qu'il y a eu aussi des passages, il y a eu aussi des hybridations, il y a eu aussi des métissages, notamment dans la langue française. Il y a eu aussi, bien sûr, la réutilisation par les Algériens des principes républicains pour les retourner contre la France coloniale. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de militants, de responsables du nationalisme algérien pour faire mes biographies, les enfants de Messali Haj, les amis de Ferhat Abbas, aussi Naït Ahmed, enfin je ne vais pas faire la liste, et ils m'ont tous dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais combattu, disons, la France républicaine, ils ont toujours combattu le colonialisme, ce qui veut dire qu'ils ont eux-mêmes été dans cet espace, disons, de contestation qui était ouvert paradoxalement d'ailleurs, par la Révolution française. Donc il suffit de les lire, hein, je veux dire, il suffit de lire leurs textes, etc. Et puis en France, il y a eu aussi, bien entendu, des gens qui ont refusé le système colonial. Donc ce n'était pas bloc à bloc pendant 1 siècle et demi. Hein, je veux dire, bon, pendant la guerre d'Algérie, je ne vais pas revenir à avant, mais pendant la guerre d'Algérie, bon, mais il y a eu, bien sûr, Pierre Vidal-Naquet, François Mauriac, un grand écrivain français qui a écrit le premier, un article contre la torture, un article dans l'Express qui avait pour titre La question, qui a été repris ensuite par Henri Allègre en 1958, Gisèle Halimi, bien sûr, qui a défendu les militants algériens, les femmes algériennes victimes de viol, dont Jamila Boupacha. Bon, ce sont des choses importantes à savoir parce que cette histoire, elle ne s'est pas effectuée dans une séparation radicale de bloc à bloc. Il y a eu des passages, il y a eu des personnes qui ont espéré dans une autre Algérie, dans une façon de voir l'histoire différemment. Et donc, par conséquent, il faut réfléchir à un espace où on puisse restituer ces mémoires plurielles, où on puisse restituer cette histoire. Bon, moi, j'ai proposé de reprendre ce projet dans la ville de Montpellier, parce que c'était un projet qui était en cours dans la ville de Montpellier, qui a été interrompu. Hein, bon, il y a 5 ans, voilà, le maire de l'époque avait interrompu le projet. Donc je dis, il faut reprendre ce projet et ce n'est pas impossible qu'on puisse le faire. Deuxième aspect de transversalité, de chemin, de passage,
il y a le problème, la question de l'immigration en France. Plusieurs millions de personnes en France qui vivent en France maintenant, avec les enfants, les descendants, etc. Enfin bref. Et c'est très important de créer, disons, un espace culturel mixte qui puisse restituer, disons, cette histoire des passages migratoires entre la France et l'Algérie. Parce que ça crée une histoire commune aussi. L'immigration, c'est ça aussi. C'est-à-dire la possibilité d'avoir des échanges, des histoires, de la mobilité migratoire, donc des histoires à la fois séparées et communes. C'est tout le problème de l'histoire coloniale d'ailleurs, hein. Ces histoires à la fois séparées et communes, hein, c'est-à-dire d'oppression, de domination et commune. Donc vous voyez, il faut restituer toute cette pluralité d'histoires. C'est ça qui est compliqué, hein, bien entendu. Et c'est ça d'ailleurs la tâche des historiens et pas des mémorialistes. Parce que les mémorialistes, eux, s'enferment dans un seul récit, quelque part, d'un acteur, alors que les historiens, ils doivent chercher à rassembler, je veux dire, à trouver des passerelles. Donc l'immigration, je pense que c'est une question sur laquelle il faut bien sûr travailler, avec des dates de commémoration qui sont des dates importantes. Donc voilà, je prends ces deux exemples du musée de Montpellier, on a parlé tout à l'heure des archives, et puis il y a la question migratoire. Donc ce sont des chemins pratiques, mais le plus important pour moi, ça a été quand même, comme une sorte de préalable, la reconnaissance par la France de l'assassinat de Ali Boumendjel. Parce que sur un seul personnage, ça permet de révéler aussi tout un pan d'histoire. Et c'est un acte, c'est le premier, accompli par un chef d'État français de reconnaissance à ce niveau. C'est très important, parce que ça permet effectivement de révéler, de découvrir, de voir, disons, qu'est-ce qu'a été cette histoire-là. Et donc, on peut avancer derrière. Mais c'était comme une sorte de préalable. Il faut aussi reconnaître, hein, avant de pouvoir effectivement dégager des chemins. Donc voilà, je n'ai pas de réponse définitive, hein. Ce sont, comment dirais-je, des questionnements, des approches de questionnement. Bien sûr. Votre rapport, il y a d'autres aspects de votre rapport dont on pourrait parler, de nombreux aspects dont on pourrait parler. Il y en a un qui concerne l'importance de la culture et des arts audiovisuels. Et nous avons deux questions en fait qui concernent cette question. L'une de Megan Emery qui demande quel rôle la littérature contemporaine peut jouer dans le projet de faire avancer les relations entre la France et l'Algérie. Une question similaire de Jonathan Lewis concernant aussi le rôle des œuvres de fiction qui contestent le silence de la guerre d'Algérie, comment ces œuvres interagissent avec le travail de l'historien. Vous avez bien fait de poser la question de la littérature, parce que ce qui m'a surpris dans la réception de mon rapport, c'est dans le fond ceux qui m'ont soutenu, à la différence d'autres historiens, ce sont les écrivains. J'ai reçu des messages privés de Yasmina Khadra, de Kamel Daoud et d'autres qui m'ont soutenu dans la démarche. Et ça m'a beaucoup touché, parce qu'eux sont confrontés, Kamel Daoud a écrit d'ailleurs un article qui a été publié en anglais récemment sur cette question. Et eux sont confrontés au problème, disons, de cette histoire compliquée, tragique, et ils le prennent à bras-le-corps à travers la littérature. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup influencé dans mes travaux d'historien, la littérature. La littérature, bien sûr, Kateb Yassine, mais aussi Rachid Mimouni. Quand je travaillais dans les années 80, Rachid Mimouni a écrit 2 livres. Un qui s'appelait Le fleuve détourné et l'autre qui s'appelait Tombéza, qui ont été des révélations bouleversantes pour moi parce qu'ils allaient fouiller dans les entrailles de la société algérienne dominée. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable. C'est comme un électrochoc extraordinaire qui encourage, disons, un chercheur à poursuivre l'écriture de l'histoire. Et donc la littérature joue un rôle d'avant-garde extraordinaire. Alors aujourd'hui, il y a de nouveaux écrivains qui traitent de cette question en France, en particulier des femmes, beaucoup de femmes. Alice Zeniter, bien sûr, avec L'art de perdre, enfin, je n'ai plus le titre exact de son roman. Il y a eu un autre roman qui s'appelle Le tailleur de Rélisane, qui est sorti récemment. Il y a beaucoup d'ouvrages écrits d'ailleurs par des femmes. Là, je n'ai pas préparé ma réponse, donc je n'ai pas les titres exacts en tête, mais il y a une dizaine de romans, cette année, entre cette année et l'année d'avant, qui sont sortis, qui traitent de cette histoire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la littérature qui porte sur ses épaules, disons, à travers notamment la fiction, cette histoire complexe et tragique. Il y a le cinéma aussi, parce que là, malheureusement, il y a l'épidémie qu'on connaît tous, le Covid, mais il y a 3 films sur l'Algérie qui devaient sortir. Je vais vous les citer parce que c'est important.
que j'ai vus. C'est un privilège, disons, que j'ai d'avoir vu ces films qui ne sont pas sortis en salle. Il y a d'abord un film qui est adapté d'un roman de Laurent Mauvigné qui s'appelle Des hommes, qui a eu un énorme retentissement en France. Et c'est un film avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Daroussin qui est magnifique, qui est l'histoire d'un vieil appelé du contingent qui se rappelle, joué par Depardieu, qui se rappelle, disons, les séances de torture, d'exécution, etc., qui le ronge, qui le rend fou quelque part. Et c'est un très beau film qui n'est pas sorti malheureusement. Il y a un deuxième film qui est un très beau film qui est sur l'affaire Yveton. Yveton, c'est un militant qui a été guillotiné au temps où François Mitterrand était ministre de la Justice. C'est un film joué par Vincent Lacoste, qui est un jeune acteur français très prometteur. Et c'est l'histoire d'Yveton, adaptée d'un roman qui a eu le prix Goncourt des lycéens, qui s'appelait De nos frères blessés. C'est un roman qui raconte cette histoire. Donc voilà un second film qui n'est pas sorti malheureusement. Et puis un troisième film, magnifique, vraiment, de Mai Wen. Mai Wen, c'est une actrice française qui a fait un film qui s'appelle ADN, qui n'est pas sorti en France, que j'ai vu, et qui raconte sa propre histoire, c'est-à-dire la découverte de son algérianité au moment de la mort de son père en France. Et elle remonte dans ses mémoires, à travers le souvenir de son père, et elle remonte, disons, toute cette histoire. C'est vraiment un film que j'ai trouvé extraordinaire, hein, par sa sensibilité, son émotion, etc. Donc, 3 films, vous voyez, qui ne sont pas sortis malheureusement, mais qui témoignent de l'extraordinaire intérêt qu'a la fiction, par la littérature ou audiovisuelle, de cette histoire qui continue d'intéresser, d'intriguer, de fasciner, bien sûr. Excellent. Et je crois qu'on est en train d'essayer de mettre certaines de ces références, en tout cas dans le chat. J'aimerais terminer peut-être, Monsieur Stora, par une question politique qui nous vient de Miloud Benzerga et qui nous demande pensez-vous qu'avec un régime algérien démocratique et démocratiquement élu, la réconciliation et la normalisation des relations franco-algériennes serait plus facile et plus rapide à réaliser? Ah, là, c'est une question là, c'est une énorme question très politique. Bon, évidemment, moi, je ne suis pas un acteur politique, hein. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'encourager cette réconciliation. À la limite, j'allais presque dire, à la fois par rapport au pouvoir algérien en place, mais aussi parce qu'il y a un extraordinaire mouvement en Algérie qui s'est développé, qu'on appelle le Hirak depuis maintenant presque 2 ans, et qui posait des problèmes d'histoire. Bon, je n'ai pas le temps, parce que là, on arrive à la fin de notre entretien, mais il y a un désir d'histoire, d'ouverture d'histoire, à travers ce mouvement de la jeunesse notamment, avec le fait de brandir des portraits, je ne vais pas citer tous les noms, de l'Arbi Ben Midi, d'Aban Ramdan, etc. Enfin bref, même de Ferhat Abbas, un ancêtre qui a écrit un livre qui s'appelait L'indépendance confisquée, qui est sorti juste avant sa mort en 1984. Et il y a cette espèce de réappropriation de l'histoire en Algérie, à travers toute une série de portraits, d'itinéraires, de personnages, même y compris Messali d'ailleurs, et qui ont été mis au secret, dont on ne connaît pas, donc des pluralités d'histoires. Vous savez, la mémoire nationale existe parce qu'il y a des récits nationaux, bien sûr, voulus par le haut, par le pouvoir politique, mais il y a une pluralité de mémoire en Algérie. Il y a une grande pluralité de mémoire. La mémoire, disons, naturellement des dirigeants du FLN, de la gauche du FLN, les mémoires disons, de ceux qui ont appartenu à un courant qu'on appelait le courant berbériste en Algérie, qui est très important avec la crise de 1949, le courant religieux, réformiste religieux, le courant de Ben Badis, qui existait aussi, je veux dire, à l'intérieur du nationalisme algérien, le courant communiste, porté par le Parti communiste algérien, bref, le courant udmiste porté par Ferhat Abbas. Il y a une pluralité, je veux dire, de mémoire, de personnages, de programmes, etc., qu'il faut restituer en Algérie. Cette pluralité, elle est, pour moi, elle doit accompagner le processus de démocratie politique, la pluralité mémorielle. C'est très important. Et ça, c'est le travail des acteurs de terrain, de ceux qui manifestent, et le travail des historiens algériens. Moi, je ne peux pas me substituer, disons, à tous ces mouvements-là, bien entendu, mais j'espère effectivement qu'on parviendra à cette réconciliation, c'est évident. Voilà, je vous remercie. Écoutez, il me reste à vous remercier, Benjamin Stora, pour cet entretien absolument fascinant. Vous nous avez d'abord fait traverser les années de
la mémoire en fait du conflit algérien, des rapports tendus et complexes entre l'Algérie et la France. Et puis, vous nous avez fait aussi entrevoir un certain nombre de passerelles qui permettent de mieux comprendre en fait à la fois les divergences entre ces deux mémoires, puisque vous le dites très bien, en fait, vous ne préconisez pas l'idée d'une mémoire commune, mais d'une certaine façon, vous nous avez montré comment ces deux mémoires divergentes peuvent quand même entretenir un certain nombre de points d'intersection sur lesquels on peut bâtir, en tout cas, sinon une mémoire apaisée, du moins le potentiel d'une mémoire réconciliée. Et donc, vous nous avez lancé énormément de pistes. Je crois que nous avons tous beaucoup appris grâce à vous. Et puis, il y a aussi, enfin, disons, la place qu'occupe la relation entre la France et l'Algérie dans cet espace mémoriel postcolonial qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus riche et qui peut-être encore une fois nous offre un certain nombre de modèles pour penser les rapports assez complexes entre mémoire et histoire dans le contexte français, mais au-delà également. Alors, donc, je vous remercie pour toutes ces idées que vous nous avez lancées. Je rappelle à notre auditoire que le rapport est disponible. Je pense qu'on en a mis un livre. Il est un livre maintenant publié chez De Noël. Il sera traduit. Non, Albin Michel. Albin Michel, pardon. Il sera traduit en arabe et en anglais. Et nous avions beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les aborder, mais je pense que vous nous avez donné beaucoup de matière à penser. Merci infiniment. Merci à mes collègues du département de français de l'Université Columbia, ainsi que de la Maison française, Madeleine Daubier et Shani Pire, ainsi que tous nos collègues qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Merci infiniment et bonne fin de soirée à Paris. Be safe and stay safe.